Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tout dernier update lecture des mois juillet et août. Avant d'entamer cette vidéo, je tiens néanmoins à faire deux petites parenthèses. Première parenthèse concernant mon nouveau tatouage. Donc si ma manche est relevée, c'est tout simplement parce que je viens de remettre de la crème dessus. Donc ce n'est pas pour l'exhiber en vidéo, c'est simplement que je n'ai pas envie que mon t-shirt soit collé à mon bras. Donc merci de ne pas faire de commentaires du genre que c'est pour exhiber ou quoi que ce soit. Néanmoins, je vous remercie pour tous vos petits commentaires à son sujet dans ma dernière vidéo. Deuxième petite parenthèse manga cette fois-ci, c'est qu'en fait dans ce dernier update lecture, en recomptant les derniers mangas qu'il me restait à vous présenter, je devais vous en présenter 12 et non 10. Et finalement, je me retrouve à vous en présenter 9 puisqu'il y en a 3 que je n'ai pas lus. Donc je vous présente déjà les 3 que vous ne verrez pas finalement dans cette vidéo. Il y a tout d'abord le tome 10 de Blue Spring Ride. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu alors que j'aurais dû vous le présenter dans cette vidéo? Tout simplement parce que je l'avais complètement zappé. Je ne savais même plus qu'il était sorti au mois de juillet, mais le tome 11 est prévu pour le mois d'octobre. Donc je vous parlerai de ce tome 10 quand je vous parlerai du tome 11. Ensuite, il y a le tome 7 de Dimension W. Alors lui, je ne l'avais pas zappé, mais je n'avais pas trop envie de le lire. En fait, c'est une série avec laquelle je commence à avoir un petit peu du mal. Alors après, j'apprécie toujours autant les tomes, c'est pas le problème. Mais c'est le genre de série science-fiction avec laquelle j'accroche, mais finalement si je ne lis pas la suite, ça me dérange pas tant que ça. Donc il n'y a pas de date à l'heure actuelle pour la sortie du tome 8 en France. Il est sorti, il me semble, au mois de juillet au Japon, mais quand il sortira en France, je vous parlerai à ce moment-là du tome 7. Ça risque de mettre un petit peu de temps, je m'excuse s'il y en a qui attendaient mon avis à propos de ce tome 7, mais là j'étais pas trop pressée de le lire. Et enfin, il y avait le tome 3 de 6000. Alors 6000, je vous en parlerai quand le tome 4 sera sorti. Il sort, j'avais noté, il me semble, la sortie du tome 4 le 29 octobre, donc ça sera le dernier tome et je vous en parlerai dans le book haul du coup du mois d'octobre et je vous parlerai de ce tome 3, mais sachez néanmoins que c'est une série qui ne me plaît pas tant que ça. Je vous avais parlé en bien du tome 1, mais le tome 2... voilà, m'avait laissé un avis très mitigé. Je me dis que ce sera finalement une série que je ne vais pas vraiment retenir par la suite. J'enchaîne à présent avec le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire l'update lecture. Je vais tout d'abord vous présenter un Kodomo, puis un Yaoi, 3 shonen et 4 seinen. Je vous parle tout d'abord du tome 6 de Loji de Keizuke Kotobuki. C'est publié chez les éditions Kiyun, donc la série est toujours en cours. Il ne me semble pas que le tome 7 soit paru au Japon, donc CQFD, on n'a pas de date pour la sortie du tome 7 en France. Roji, ça fait un petit moment que je vous en parle, je vous dis que c'est un Kodomo qui est tout mignon. Si on aime le fantastique, si on aime les animaux, si on aime un univers avec beaucoup d'enfants, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je montre la couverture qui est vraiment pas mal du tout. On voit que les chats ont une grande importance dans ce manga. Dans ce tome, j'ai pas énormément de choses à vous en dire, c'est des petits chapitres un petit peu tranches de vie où on suit toujours les gosses dans leur quartier où il va se passer des choses fantastiques, où ils vont rencontrer des fées, etc. C'est un titre qui est vraiment super mignon, les couleurs, rien à dire là-dessus, côté édition, c'est vraiment sublime. Néanmoins, les tomes sont un tout petit peu chers puisqu'ils sont vendus au prix de 9,65 € et je comprends parfaitement que ça soit un prix qui rebute à l'achat. C'est pour ça que je préfère préciser que si vous n'avez jamais lu de Kodomo, que vous cherchez à lire un premier Kodomo, peut-être en acheter un pour un de vos enfants, ce n'est pas spécialement un titre que je vous recommande, il est bien on va dire, mais sans plus. Personnellement c'est pas un gros coup de cœur. J'ai lu des Kodomo qui étaient bien meilleurs et des seinen qui se rapprochent du Kodomo du genre de Chi. Voilà, je sais que Chi on dit souvent que c'est un Kodomo mais pourtant c'est classé seinen. C'est plutôt le genre de titre rigolo que je vais vous proposer plutôt que ce titre là. Après ce n'est pas un flop, c'est une lecture que j'ai appréciée, mais vu son prix ce n'est pas le titre que je vous recommande absolument. J'enchaîne avec le tome 3 de Ten Count de Rihito Takarai, c'est publié chez les éditions Taifu. Donc la série est toujours en cours au Japon, je n'ai pas trouvé la date de sortie du tome 4 au Japon, mais apparemment il sortirait le 28 janvier en France. Donc j'imagine qu'il va sortir sous peu au Japon, ou peut-être qu'il est même déjà sorti. Donc Ten Count, je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté le tome 1 dans un In Mailbox, peut-être déjà à l'époque, où c'était déjà un book haul, mais je pense que c'était un In Mailbox.
et le tome 2 dans un update lecture. Il me semble que ça fait juste super longtemps que je ne vous ai pas parlé de la série, que son rythme de parution est assez lent. J'ai eu un petit peu de mal d'ailleurs à me replonger dans la lecture et j'avais peur de ne rien comprendre du tout. Donc je vous fais un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos à propos des 2 premiers tomes et qui peut-être ne connaîtraient absolument pas l'histoire de Ten Count. Donc on suit le personnage de Shirotani qui est atteint de misophobie, je ne sais même plus comment on dit. En gros, c'est une sorte de peur, alors je ne sais même pas si c'est pas plutôt une maladie. Et en fait, il a peur de tout ce qui est microbes, ce qui fait qu'il est tout le temps en train de se laver les mains, de tout désinfecter et ça fait qu'il n'a pas vraiment beaucoup de relations avec les êtres humains. Et il va faire la rencontre d'un psychologue qui s'appelle Kurose. Et à partir de là, ils ne vont pas vraiment garder longtemps, comme on s'en doute, une simple relation de patient et médecin. Donc dans le tome 1, je vous avais parlé du tome 1 comme étant un tome introductif et assez plat, on va dire, il ne se passait pas grand chose, mais ça semblait logique étant donné que le personnage principal est tout de même quelqu'un qui a une certaine phobie, une certaine peur. Ça serait complètement bizarre si tout se passait dès le premier tome. Dans le tome 2, la relation commençait à s'instaurer, je dirais pas sans plus, mais elle commençait déjà bien à s'instaurer. Et dans ce tome 3, je trouve qu'il y a un très gros contraste en fait entre le tome 1 et le tome 3. C'est-à-dire que le tome 3 tourne vraiment autour de la relation des 2 personnages, mais qui a vraiment beaucoup avancé, presque trop avancé je dirais. Alors le tome est juste super, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment un yaoi que je recommande si vous ne le connaissez pas encore. Si vous avez lu de la même mangaka, Seule la fleur C entre autres, je sais qu'elle a fait plein d'autres titres que j'ai déjà lu d'ailleurs. Mais voilà, un très bon tome, mais ça m'a surprise dans le sens où je ne pensais pas que l'histoire avancerait si vite. Donc je vous montre côté dessin, vous avez une page couleur au début du tome. Alors je sais que les mangas chez Taifu sont assez chers, celui-ci est vendu au prix de 6,99 €. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de tomes, le rythme de parution est assez lent, donc vous avez largement le temps de rattraper la série si vous la prenez, si vous la commencez maintenant en fait. Côté dessin, j'aime beaucoup. Voilà, la couverture est assez explicite je pense. Donc un yaoi que je vous recommande, qui n'est pas très drôle. Par contre, si vous cherchez un titre comme Junjo Romantica ou Love Stage, ce n'est pas le même délire, c'est un tout petit peu plus adulte. Mais c'est un yaoi que j'apprécie beaucoup. J'attaque à présent la partie shonen de cette vidéo avec le tome 10 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki. C'est publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours avec déjà 16 tomes de parus, le tome 11 est prévu pour le 7 octobre. Seven Deadly Sins, vous le savez si vous me suivez depuis l'année dernière, c'est un titre qui a été un vrai coup de cœur dès le départ. Ça ne s'annonçait pas super bien quand je voyais les couvertures, ça me donnait pas trop envie, mais finalement l'histoire est juste géniale. Ce n'est pas du tout ressemblant, encore une fois, je l'ai lu il y a très récemment, comme quoi ça ressemblait à Fairy Tail. Non, on peut apprécier les 2 séries, mais les 2 séries ne sont pas aussi similaires qu'on pourrait le penser. Donc dans ce tome là en fait, à la fin du tome 9, on nous laissait dans un gros suspense à propos d'un des membres des Seven Deadly Sins. Est-ce que ce personnage était mort ou pas? Donc on sait le fameux de Sainte Histoire dans le tome 10. Je ne vous révèle pas si le personnage est mort ou finalement arrive à survivre, mais le fait qu'il soit entre la vie et la mort va déclencher la colère d'un autre personnage qui est bien décidé à le venger. Donc s'ensuit pas mal de combats, tout ça, mais ce que je retiens de ce tome 10, c'est surtout le final, où on va retrouver le personnage de Ban, qui est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, qu'on ne voit pas vraiment dans ce tome. Et en fait, il va se retrouver à faire plus ou moins un choix, c'est qu'il a perdu quelqu'un. Bon, ça fait déjà quelques tomes qu'on sait qu'il vit avec un deuil qu'il a du mal à supporter. Il est prêt à mourir pour que cette personne puisse revenir à la vie. Mais en fait, on va lui proposer de ressusciter cette personne, mais pas en échange de sa vie. Donc je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment le final de ce tome. Et on ne sait pas le choix de Ban, on ne sait pas s'il va accepter ce deal. Les conséquences que ça pourra avoir d'ailleurs par la suite. Je pense qu'il va accepter le deal parce que voilà, il est tellement focalisé sur cette personne, il veut tellement la revoir que il va prendre toutes les options qui s'offrent à lui, même si cette option-là s'avère très tordue. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir si vous n'êtes toujours pas à jour au niveau des tomes ou si vous comptez découvrir la série.
Côté dessin, c'est juste génial, ça fourmille de détails. Côté, voilà, vous avez beaucoup d'action, les combats sont juste géniaux. Un shonen fantastique, d'aventure fantastique d'ailleurs, que je vous recommande chaudement. Si vous hésitez encore une fois à le commencer, je sais qu'il y a un anime qui est paru. L'anime, personnellement, ne m'intéresse vraiment pas. Je me contente du manga qui est largement suffisant. Autre shonen dans un tout autre registre, il s'agit du tome 2 de Dilemma de Hajime et Tatsuya Toji. C'est publié chez les éditions Komiku. Donc la série est toujours en cours avec déjà 8 tomes de parus et le tome 3 est prévu pour le 12 novembre. Donc le tome 1 de Dilemma, je vous en ai parlé dans une vidéo avant-première qui était en fait une vidéo de partenariat avec les éditions Komiku qui m'avait envoyé le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, que je comptais me procurer quoi qu'il en soit, qu'on me l'ait envoyé ou pas. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez mon avis à propos du tome 1. Donc ce tome 2, déjà je vous montre la couverture qui peut paraître très intrigante, très bizarre, on peut se dire mais what the fuck. Quand vous aurez lu ce tome 2, vous comprendrez qu'il s'agit d'une des scènes clés en fait du tome 2. Donc à la fin du tome 1, on nous laissait sur une révélation finale qui était assez surprenante. Donc en fait notre héros Yuzuru s'était fait un allié, voilà, dans cette série de dilemmes, il s'était trouvé un allié. Et cet allié semblait le trahir à la fin du tome 1. Alors est-ce qu'il l'a réellement trahi? Est-ce que c'est un personnage qui joue en double jeu? Ou est-ce qu'en fait c'était purement stratégique? Je vous laisse le découvrir dans ce tome 2, mais autant vous dire c'est très bien ficelé. Par la suite, les dilemmes cornéliens vont s'enchaîner, et dont ce dilemme-là en fait qu'on voit sur la couverture. Donc je sais que ça peut paraître totalement incompréhensible, mais il s'agit bel et bien d'un dilemme. Et on essaye de se mettre à la place du personnage. Moi c'est ce que je fais quelquefois dans certaines lectures. Et là, si on aurait dû faire le choix qu'il a fait, c'est vraiment le choix impossible. Voilà, c'est bien ce que ça dit, un dilemme cornélien, c'est qu'à un moment, le choix, il n'y a même plus de logique. Même s'il essaye de faire le choix le plus juste qui soit, des fois, c'est juste pas possible de choisir entre la vie de quelqu'un et la vie d'une autre personne, sachant qu'en plus, toutes les vies qu'il va essayer de sauver, ce sont des vies que finalement, il ne connaît pas. Mais ce qui est intéressant dans ce tome 2, c'est qu'il va peu à peu, en fait, rencontrer les proches des victimes. Et c'est un petit peu à double tranchant parce que d'un côté ça lui permet de l'aider un petit peu dans ses choix, de dire ah bon bah cette personne c'était quelqu'un de gentil, qui était aimé de toute sa famille, donc ça me donne envie de la sauver en priorité. Mais finalement ils ont tous une famille, il y a tous des gens qui pleurent leur mort, et il se rend compte que ça l'aide pas vraiment finalement de rencontrer les proches, ça l'embrouille plus qu'autre chose parce qu'il a envie d'aider tous ces gens là et il ne peut pas. Donc un très bon shonen avec beaucoup de suspense. Voilà, tous les choix ne sont pas écrits parce qu'au début on peut croire c'est bon, il a pris une décision, il va s'en tenir, voilà, lui il est sauvé, lui il meurt, mais tout ne se passe pas comme prévu parce que voilà, il a beau, ça doit être lui qui doit faire les choix de vie et de mort plus ou moins, il n'est pas seul à faire ses choix finalement, et il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont un petit peu tout remettre en question dans cette espèce de jeu un petit peu macabre. Donc c'est vraiment une sorte de survival game, parce que c'est pas vraiment un survival game, que je vous recommande si vous êtes passé à côté, si peut-être vous n'en avez même pas entendu parler. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo numéro 1 où je rentre plus en détail dans l'histoire, mais en tout cas le tome 2 a su me convaincre autant que le tome 1. J'enchaîne avec le tome 9 de Areadi de Kiyoshi Nanatsuki et Yang Kyung-il, publié chez les éditions Pika. Donc la série est toujours en cours avec déjà 12 tomes de parus, et le tome 10 est prévu pour le 7 octobre. Areadi, comment vous dire que ça a été un de mes gros coups de cœur de la fin de l'année dernière. Je l'ai commencé un petit peu en retard, j'ai pris le train en route. Vraiment un titre que je vous recommande si vous cherchez un shonen, on va dire un petit peu sur les mutants, donc avec du fantastique, très passionnant à suivre, avec beaucoup de personnages. Je vous montre la couverture, c'est pas ma couverture préférée, clairement. J'ai vu la couverture du tome 10 qui est vraiment magnifique avec le personnage de All Eye, qui est un personnage, on comprend que ça va être un personnage phare du tome 10, non pas seulement parce qu'il est sur la couverture, mais surtout vu sa réaction à la fin du tome 9 en fait. On comprend que dans le tome 10 il va être super vénère et qu'il va prendre une bonne partie du tome 10. Donc je vous montre la quatrième de couverture qui est tout aussi sympathique. Areadi, encore une fois, c'est bourré d'action, c'est très surprenant. Les combats ne sont jamais joués d'avance. Alors je sais que dans certains shonen, on a beau avoir des fois des petits effets de surprise, là on est vraiment en suspense parce que tous les personnages ont des pouvoirs relativement différents
Et il y en a qui ont des pouvoirs qui semblent totalement what the fuck et totalement invincibles. Alors ils ont toujours leurs petites failles, il y a toujours un personnage qui va arriver à contrer un autre personnage. C'est vraiment génial à suivre. Je n'en dis pas plus à propos de ce tome parce que je préfère vraiment vous laisser découvrir la série si vous ne la connaissez pas encore. Je vous montre la page couleur qu'il y a au début du tome. Côté dessin, ben, si vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter un petit peu la série, vous savez combien ces dessins sont magnifiques. Voilà, bon, c'est pas très objectif de vous dire ça, mais côté dessin, j'apprécie beaucoup. Et côté histoire, voilà, c'est vraiment génial. C'est assez sombre, pas trop non plus. Il y a un tout petit peu d'humour, mais alors vraiment très peu. Et voilà, c'est juste de voir ces personnages évoluer, de voir l'avancée de l'histoire qui est vraiment top. Donc un shonen, parce que il me semble qu'à un moment j'ai dû dire que c'était un seinen, mais c'est un shonen que je vous recommande chaudement si vous hésitez à le commencer, bien que je sais qu'il y ait pas mal de tomes toujours en cours. Dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler des seinen. Donc je vous parle tout d'abord du tome 4 de Area 51, donc on reste dans les Area. C'est de Masato Issa et c'est publié chez les éditions Casterman. Donc la série est toujours en cours avec déjà 10 tomes de parus et le tome 5 est prévu pour le 21 octobre. Je sais que là encore, il y en a beaucoup qui restent très sceptiques à propos de cette série de par ses dessins. Je vous en ai déjà parlé avec les précédents tomes, comme je vous ai parlé de Jabberwocky du même auteur. C'est des dessins, ça passe ou ça casse. Certains font totalement l'impasse par rapport à ce genre de titre parce que voilà, tout simplement les dessins sont assez compliqués à lire par moment, même si je trouve qu'on s'y fait et qu'au fur des tomes, on les lit de mieux en mieux. Au début, ça peut poser problème, on peut se dire mais c'est vraiment chelou au niveau des dessins, c'est vraiment particulier. Mais finalement, je me rends compte qu'avec l'habitude finalement de lire les tomes de cette série, ben les dessins on s'y fait et on les lit de mieux en mieux. Donc l'histoire est très sombre, c'est vraiment un seinen un petit peu... Je vous compare tout le temps à Sin City par rapport au dessin, mais c'est complètement ça. Notre héroïne est très mise à mal dans ce tome. On en apprend un petit peu, on a toujours des petites bribes en fait de son passé, de ce qu'elle a vécu, de ce pourquoi elle se bat. Il y a des moments où sa motivation semble faiblir, mais finalement il y a une chose qui la retient en vie. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais en gros il y a une personne qui fait qu'elle reste en vie. Donc voilà, un très bon tome, l'histoire avance bien, on n'a pas, il me semble, de... brièvement, on doit avoir des nouveaux persos, mais c'est pas... Ah oui, si, ben, suis-je bête, j'ai pratiquement oublié. C'est qu'en fait, on va se rendre dans le... On va rencontrer des personnages de contes. Donc quand je dis contes, je vous parle de Blanche-Neige et compagnie. Et j'ai déjà oublié McCoy, donc notre héroïne, qui est détective, donc, n'a plus d'allié. Donc ça, on le sait depuis un petit moment. Elle a un petit peu perdu son seul allié, son assistant. Et là, elle va en avoir un nouveau à la fin de ce tome. Donc c'est un personnage qui reste encore un petit peu énigmatique. On ne sait pas trop de quoi il est capable, même s'il a l'air de savoir se battre. C'est un personnage de conte, je n'en dis pas plus, mais peut-être que ça pourrait attiser votre curiosité. En attendant, c'est un très bon seinen que je vous recommande. Je vous recommande au moins essayer de feuilleter et de passer outre les dessins qui peuvent paraître assez bizarres et je sais que ça peut paraître un petit peu repoussant, mais ça vaut clairement le détour. Dans un tout autre registre, je vous parle à présent du tome 3 de Kulo, un cœur de chat de Sugisaku, c'est publié chez les éditions Kana. Donc la série est terminée en 5 tomes et le tome 4 est prévu pour le 20 novembre. Alors, Kulo, un cœur de chat, c'est un titre que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas un Kodomo, je sais qu'à sa couverture, on pourrait penser que c'est un Kodomo, mais comme Chi, il est classé Seinen. D'ailleurs, ce n'est pas un Kodomo du simple fait que l'histoire est assez sombre. Alors, je sais que là, quand on voit la couverture comme ça, on pense à quelque chose de tout mignon, de tout adorable, mais je vous ai déjà dit avec les 2 premiers tomes que c'est un leurre, ces couvertures, de vous parler d'un petit chat tout mignon. Alors, le chat a un petit peu grandi d'ailleurs. Et dans ce tome, on se concentre en fait sur d'autres chats. Sur tout simplement le fait que déjà qu'il y a un nouveau personnage, un nouveau chat, Daisuke il me semble, qui fout un petit peu le bordel, hein, clairement. C'est le chat qui essaie de s'imposer alors qu'il y a déjà d'autres chats dans le quartier. Et on ne fait pas seulement la connaissance de ce nouveau chat, mais aussi de sa maîtresse, qui va rencontrer le maître de Kulo. Et voilà, en fait, qui sont voisins tout simplement. Et on va découvrir d'autres chats, donc il y a la période des amours, ça il me semble qu'on l'avait vu déjà dans le précédent tome. Et une des chattes qu'il y a conçue depuis Madara. Oui, alors ça m'a marqué par rapport à Naruto, j'ai retenu Madara. Voilà, comme quoi on peut retenir des noms par rapport à d'autres mangas. Va avoir une portée de chaton et... alors là j'ai trouvé ça un petit peu what the fuck et un petit peu trompeur au cas où ça tombe entre les mains de jeunes enfants qui prendrait au pied de la lettre ce qui se dit dans ce manga. C'est qu'en fait, donc Madara va avoir des petits
Et comme on le sait, les chats n'ont pas qu'un seul petit. Quand ils ont une portée d'au moins 3, 4, 5, 6 chatons. Et c'est ce qui se passe, elle a plusieurs chatons. Et en fait, elle a un chaton dans la portée, elle en a un qui est noir, elle en a un qui est rayé, les autres on s'en fout. Et en fait, ils sont plusieurs à lui avoir sauté dessus pendant la période des amours. Et ils sont persuadés, il y en a un qui est noir, Kuro pense que c'est son fils, il y en a un qui est rayé, donc il y a un autre personnage dont j'ai oublié le nom, qui pense que c'est son fils, alors que non, il n'y en a qu'un seul qui est clairement le père, c'est comme les humains, je veux dire, il y en a un qui a fécondé la femelle, et basta, il n'y a pas chacun, mais c'est tellement mignon en fait d'imaginer l'idée que en fait il peut y avoir plusieurs pères d'une même portée, voilà, c'est juste n'importe quoi, mais je trouve en même temps que ça peut être trompeur, parce que pour un jeune enfant qui va lire ça, il va peut-être croire que c'est plausible, alors que non, hein, ce n'est pas plausible, il y a un seul père, c'est juste que les chatons sont rarement tous de la même couleur, surtout quand c'est des chats de gouttière à la base. Voilà, petite parenthèse refermée, mais ça m'a plutôt fait rire. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Alors après, c'est particulier niveau dessin, les tomes sont un tout petit peu chers, ils sont à 12,70 €. Comme vous le voyez, c'est tout de même du grand format, si vous en rendez pas trop compte, quand même, je vous montre, c'est du grand format. Ça vaut son prix après un côté édition. Je vous montre, il y a des pages couleurs au début qui sont sympas. Voilà, où on voit d'ailleurs un autre petit arrivant qui va lui aussi foutre un petit peu le dawa dans la vie de Kuro. Donc voilà, les pages couleurs qui sont très jolies. Donc un seinen que je recommande à tous les amoureux des chats, mais sachez bien que Sachez bien que c'est pas un titre des plus rigolos. Les chats ont la parole, mais on ne les entend pas parler, c'est toujours dans les pensées des chats. Et voilà, c'est mignon, mais c'est aussi assez triste. Avant-dernier seinen de cette vidéo, il s'agit du tome 5 du manga Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara, c'est publié chez les éditions Komiku. Donc la série est toujours en cours avec déjà 11 tomes de parus et le tome 6 est prévu pour le 3 décembre. Ce qui me sidère, c'est que le rythme de parution de cette série est juste vraiment super long. Ça ne motive pas, je pense, à se lancer dans la série si on ne la connaît pas spécialement, mais elle vaut le détour. Voilà, encore une fois, je sais qu'un manga qui parle de livres, de bibliothèque, ça peut paraître super chiant, super ennuyeux, ça peut être le seinen avec lequel, voilà, il n'y a pas de l'action de partout, c'est pas ultra prenant, et pourtant, je trouve ça vraiment super réussi. Donc ce tome-là, je l'ai trouvé un petit peu sur en fait le passé de plusieurs personnages, du personnage de Mikoshiba, mais pas trop, mais surtout sur la propriétaire de la bibliothèque de la Rose Trémière, qui est un personnage qui est un petit peu en retrait du manga, bien qu'on le voit assez souvent, elle fait toujours des petites apparitions assez remarquées. Et là on se concentre vraiment sur sa vie avant d'avoir cette bibliothèque, sur sa jeunesse, qu'elle va raconter à un autre personnage qui est un personnage phare de ce tome 5, en fait, qui est une mamie. Et c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié de par son côté, voilà, justement, un petit peu retour en arrière, retour sur les personnages. On ne parle pas vraiment de livres, en fait, dans ce tome 5. Bien sûr, les livres ont toujours une importance, voilà, il y en a qui veulent devenir bibliothécaires, donc du coup, ça a une certaine importance dans leur histoire et donc dans ce tome, mais on ne se plonge pas comme on avait fait dans les précédents tomes dans un chapitre qui va être consacré en fait à plus ou moins une histoire d'un livre qui existe réellement. Donc ça m'a un tout petit peu manqué, mais ça reste néanmoins un très très bon tome. Je vous montre la couverture, les couvertures sont toutes plus ou moins dans le même délire, mais je les trouve vraiment géniales. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau dessin, voilà. Je sais qu'il y en a qui sont très sceptiques à propos de cette série, bon, certains n'ont clairement pas accroché. C'est pas un seinen, comme je le disais, où ça va péter de partout, où vous allez aller de révélation en révélation, où ça va être dans un suspense de dingue à la fin. Mais ça se lit, c'est super agréable, c'est très reposant, et puis si on aime l'univers du livre, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Et je conclus avec un énorme coup de cœur, il s'agit du tome 7 de Bright Stories de Kaoru Mori, c'est publié chez les éditions Kiyun. Donc le tome 8 n'est toujours pas paru au Japon, on a rattrapé la parution japonaise comme à chaque fois, et il faudra être patient pour avoir enfin la suite de la série. Mais ce n'est vraiment pas dérangeant parce que ce tome 7, comment vous dire, il était un petit peu en retrait par rapport à la série et j'avais peur justement que ça soit dérangeant. Finalement ça a été juste génial. Déjà je vous montre la couverture parce que le personnage que vous voyez sur la couverture, vous ne le connaissez pas, c'est bien normal, on le découvre dans ce tome 7 et son histoire est vraiment géniale.
Donc je vous en dis pas plus, c'est une femme en fait, on est vraiment dans un univers où la femme est un petit peu en retrait par rapport aux hommes. Donc en fait on suit Smith qui est toujours dans son voyage et tout, qui va faire une escale, et qui va faire une escale chez cette personne qui ne va jamais voir de tout le manga, il va juste voir son mari. Et on va se concentrer sur la vie de cette femme qui a tout pour être heureuse. Elle a un mari qui est juste génial, elle a une baraque où elle est à l'abri du besoin, mais genre pour jusqu'à sa mort. Elle ne manque de rien, elle a un chat, elle a un jardin magnifique qu'on voit un petit peu en arrière-plan de ce tome. Elle a tout pour être heureuse, mais elle n'a pas d'amis. En fait, elle est toujours enfermée toute seule entre quatre murs avec son chat et ses servantes. C'est certes génialissime, mais elle commence un petit peu à déprimer. Elle va découvrir les hammams, oui, hammams pour femmes, bains publics en fait. Et alors en fait c'est une femme assez noble, donc elle n'a rien à faire là-dedans vu qu'elle a des bains privés chez elle. Mais elle y va pour l'ambiance, pour découvrir des femmes, et elle va rencontrer une femme qui va vraiment bouleverser sa vie. Alors cette femme qui d'apparence n'a rien d'extraordinaire, elle n'est pas très riche, elle n'est pas spécialement ultra passionnante, mais elle va s'y attacher et s'y accrocher en fait de toutes ses forces, et il va vraiment se lier une histoire entre ces deux femmes qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très émouvante jusqu'à la fin du tome. On se demande comment elles vont évoluer en fait ensemble. Donc c'est absolument pas une histoire lesbienne. Avant j'en vois venir avec une histoire de Yuri ou quoi, ce n'est vraiment pas le cas. Les deux femmes sont mariées, c'est vraiment pas ce délire là, c'est plus des sœurs spirituelles en fait. Elles vont vraiment se fonder une amitié qui est vraiment très très forte et qui est super belle. Un tome mais vraiment d'une émotion génial quoi. Enfin, si vous aimez Bright Stories, vous ne serez absolument pas déçus de ce tome là. C'est vraiment mais tellement beau. Je vous montre un petit peu, je sais pas si on voit bien, voilà. En plus ce personnage est tellement beau lui aussi. Enfin voilà, les dessins de Kaoru Mori, je pense que si vous avez déjà lu ou ce titre là ou Emma, vous savez combien ces dessins sont magnifiques. Une dernière petite illustration peut-être pour vous donner envie, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce tome 7. C'est vraiment une série que j'appréciais déjà depuis le début, mais alors si vous ne la connaissez pas encore, si vous hésitez à la commencer, mais foncez sans hésiter, c'est vraiment génialissime. C'est vraiment un dépaysement total cette série, parce que ça ne se passe pas au Japon, c'est plutôt dans les peuples, vous avez un petit peu mongol, tout ça, donc ça change un petit peu de vraiment l'univers japonais pur et dur. Mais c'est vraiment génial. Donc sachez que ce titre-là existe dans cette version toute simple vendue au prix de 7,65 € qui se suffit amplement, hein, qui est vraiment génial. Les couvertures sont géniales, hein, côté édition, rien à dire. Kiyun fait du très bon boulot. Mais au cas où, Kiyun les édite également dans leur collection Latitude, c'est-à-dire en grand format. Je vous ai déjà présenté des titres de cette collection. Moi je ne les ai pas parce qu'en fait, si Bright Stories était en double volume Latitude, peut-être je les aurais pris. Mais là c'est des volumes simples, hein, c'est le même que celui-là en grand format. Et peut-être avec des pages couleurs, ça j'ai un doute à ce sujet, mais qui sont vendus au prix de 14 €. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la série, plongez-vous d'abord dans cette version toute simple qui se suffit vraiment à elle-même. Après, c'est vrai que le grand format permet d'apprécier encore plus les dessins. Emma par exemple, je vais dans la collection Latitude et c'est vraiment un titre dont j'ai encore plus apprécié le chara-design de Kaoru Mori à travers le grand format. Mais bon, si vous n'avez pas les moyens, ce que je peux complètement comprendre, cette édition simple est vraiment bien et ce tome 7 est vraiment sublime. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur de cette vidéo.